Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici à Blend Web Mix avec vous et de vous parler de Pinterest, de la découverte visuelle et de l'opportunité que Pinterest peut représenter pour les marques et autres créateurs de contenu. Alors la première question que j'aurais posée, c'est qu'est-ce que Pinterest? Je ne veux pas présupposer effectivement de votre connaissance de la plateforme et je pense que certains d'entre vous potentiellement se posent cette question. Alors, la mission de l'entreprise, c'est de vous aider à découvrir et à réaliser ce que vous aimez. Il y a deux mots importants, découvrir et réaliser. Et on reviendra sur ces deux termes, en fait, au long de la présentation. Et c'est une mission qui est assez ambitieuse. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'y attaque? On s'y attaque parce que la découverte est partie intrinsèque de la nature humaine. On pense que les humains sont drivés par la découverte, et ce depuis leur plus jeune âge, découvrir de nouvelles choses, comprendre l'univers autour d'eux. Et dans un contexte de mondialisation accrue, avec des connexions et des tensions, Pinterest étant une entreprise de plus en plus globale, nous aspirons à améliorer cette expérience de découverte pour chacun où qu'il soit. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Notre vocation, c'est de développer le moteur de recherche de découverte visuelle dont la curation est humaine, qui va vous accompagner dans vos projets du quotidien, aussi bien que dans vos grands moments de vie. Je vais passer une petite vidéo qui va vous illustrer quelques cas d'utilisateurs au sein d'une famille. Alors, cette petite vidéo, elle illustre en fait quelques catégories qui sont particulièrement plébiscitées sur la plateforme. Donc, première catégorie, la cuisine, avec plus de 23 milliards d'épingles, d'idées ou de possibilités pour cuisiner un dîner. Deuxième catégorie, aussi importante, la mode, le style, avec plus de 23 milliards d'idées, où nos utilisateurs et utilisatrices ne viennent pas chercher une marque, mais viennent chercher un look, ou viennent chercher les idées de comment porter un accessoire ou un vêtement. Troisième catégorie, la décoration, avec 18 milliards d'idées. On vient sur Pinterest aussi bien pour du gros œuvre, on veut refaire complètement son appartement et on a un projet complexe de rénovation, que pour faire des petits aménagements du quotidien, qui sont une forme de gratification personnelle. Ensuite vient la beauté, avec 9 milliards d'idées, où, comme pour la mode, on vient chercher un look à s'inspirer pour un look de soirée, par exemple. La cinquième catégorie qui n'est pas là est le voyage. Et puis on a ensuite une long tail, effectivement, avec l'art, la culture et autres,
qui sont des catégories également très plébiscitées. Donc des catégories verticales, mais également des grands moments de vie. Un mariage, l'arrivée d'un enfant, un déménagement, qui sont des projets extrêmement complexes, extrêmement engageants, et pour lesquels l'ergonomie de la plateforme et les inspirations qu'on peut y découvrir intéressent particulièrement nos utilisateurs. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a passé le mois dernier le cap des 250 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Donc c'est une croissance de 30% d'une année sur l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une croissance organique. Car le premier levier de croissance de Pinterest, c'est le bouche à oreille. Donc c'est quelqu'un qui va sur le service avec un projet, a une expérience positive, et en parle à son conjoint, sa conjointe, un collègue, une amie, et donc cette personne essaye à son tour. On note un fort développement à l'international, avec plus de 50% de nos utilisateurs aujourd'hui en dehors des États-Unis, un usage essentiellement mobile à 80%. Et pour vous donner une idée du contenu qui est disponible sur la plateforme, on recense aujourd'hui plus de 175 milliards d'idées accessibles sur la plateforme, réparties à travers plus de 3 milliards de tableaux. Et pour vous donner un sentiment d'engagement sur la France, par exemple, on recense plus de 3 millions d'épingles qui sont enregistrées chaque jour par nos utilisateurs. Donc une population extrêmement engagée en France et dans le monde. Alors ce qui est intéressant, c'est que Pinterest a été créé donc, il y a 8 ans, et en l'espace de 8 ans, a créé un capital de marque très significatif. Vous avez ici à gauche, en fait, la liste des 10 marques les plus préférées, les plus aimées aux États-Unis, selon le Brand Profit Relevance Index, qui est une étude qui est publiée par le magazine Forbes chaque année. Et il y a plusieurs choses qui sont intéressantes sur cette liste. D'abord, la concentration des marques de tech. Effectivement, on aurait regardé il y a 10 ans ou 20 ans, on aurait effectivement un paysage extrêmement différent. Deuxièmement, l'absence de purs réseaux sociaux, comme d'autres plateformes auxquelles vous pouvez penser, qui apparaissent bien plus bas en fait, dans le listing. Et troisièmement, la présence de Pinterest au 3e rang des marques les plus aimées aux États-Unis. Dans la dernière édition, Pinterest se situe au 5e rang. Elle a gagné encore 2 places dans cette dernière édition. Et en fait, ce capital de marque est retrouvé à travers toutes les études qu'on mène dans différents marchés, sous une forme ou une autre. Donc en France, lorsqu'on regarde l'étude Brandzy de Kantar World Brown, Pinterest est reconnu comme une des marques les plus créatives et les plus inspirantes pour nos utilisateurs. Et cela est dû au fait que Pinterest est unique. En fait, Pinterest est souvent associé à un réseau social, et donc aux autres plateformes que vous voyez ici, mais il y a des éléments de différenciation qui sont extrêmement importants, extrêmement notoires et reconnus par nos utilisateurs. Je vais toucher quelques éléments. Le premier, c'est la nature extrêmement personnelle de Pinterest. Votre motivation première pour vous rendre sur un réseau social, c'est pour connecter avec des amis. La motivation première pour aller sur Pinterest, c'est de chercher des inspirations par rapport à un projet qui est éminemment personnel. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des fonctionnalités sociales dans le produit. Imaginez que je refasse mon appartement, je peux créer des tableaux par pièce, par matériaux, je peux tout à fait inviter ma conjointe, inviter mon architecte d'intérieur, afin de collaborer autour de ce projet. Mais le contenu que nous créons ensemble, toutes ces épingles que nous organisons dans ces tableaux et sous-tableaux, par pièce, par matériaux ou autres, n'a aucunement vocation à être disséminé à mon cercle d'amis. Ça n'intéresse que nous. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on mène des études qualitatives en fait, en France et qu'on parle à nos utilisateurs, on leur demande souvent de décrire leur journée. Et donc, ils nous décrivent un petit peu le mode rapide de leur journée, cette pression permanente, passer d'une nappe de productivité à une autre. Et puis, il y a ces moments de relaxation, de détente. Ça peut venir lors d'un déjeuner, ça peut survenir après le travail ou dans la soirée. Et là, ils vont sur Pinterest et ils se nourrissent d'inspiration. Et les adjectifs, les qualificatifs qu'ils utilisent pour décrire ce moment, c'est un moment privilégié, c'est un moment extrêmement personnel. Pinterest, ça n'est pas une plateforme où il y a une pression sociale. C'est un espace de sécurité, de qualité, où on nourrit sa créativité. Et en ça, c'est assez différent des autres plateformes sociales. Deuxième élément, vous avez un espace-temps très différent entre Pinterest et d'autres plateformes. En effet, vous allez sur un réseau social pour partager ce que vous avez fait,
des photos d'un voyage passé, votre soirée le week-end dernier, ou ce que vous êtes en train de faire. Peut-être des gens sont en train de tweeter à l'heure actuelle, ou commentent l'actualité politique ou autre. Sur Pinterest, vous préparez l'avenir. On sait que nos utilisateurs, en moyenne, commencent à créer un tableau et à sauvegarder du contenu, enregistrer du contenu 3 mois avant la réalisation de ce projet. Alors ça peut varier. On peut effectivement avoir un espace-temps différent en fonction de ce qu'on parle d'un dîner ce soir ou de son mariage l'année prochaine ou autre. Mais en tout cas, c'est une plateforme sur laquelle on va pour préparer l'avenir. Et donc ça confère à Pinterest une fonction non seulement utilitaire, donc vous accompagner dans vos projets de vie, mais également une fonction émotive forte, qui contribue au capital de marque, puisqu'on est là pour des projets d'importance pour vous. Point intéressant, puisqu'on sait ce que les gens recherchent, ça fait également de Pinterest un laboratoire d'insight, de tendances prédictifs, puisque ça n'est pas du déclaratif, c'est de l'action. Chacun de nos plus de 250 millions d'utilisateurs crée un tableau, le nomme d'une certaine manière, enregistre de contenu, qui sont autant de signaux qui nous indiquent la nature des projets qu'ils entreprennent. Et donc on produit des carnets de tendances chaque mois, et le Pinterest 100, qui est en fait une liste des 100 tendances qui vont se vérifier d'une année sur l'autre. Et puis, dernier élément, vous avez un alignement sur Pinterest entre les besoins des utilisateurs d'une part et les créateurs de contenu d'autre part. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur la plateforme pour effectuer des recherches, comme je le disais, mais fait intéressant, 97% des recherches sur Pinterest sont sans nom de marque. Ce sont des expressions de besoins au niveau de la catégorie, ou par exemple, comme dans cet exemple, mode chic. Mais en revanche, de l'autre côté de la plateforme, plus de 75% du contenu disponible est du contenu de marques, d'éditeurs ou d'influenceurs blogueurs, qu'on regroupe dans la catégorie créateurs de contenu professionnels, qui ont un business model autour de la découverte, cherchent à construire une audience et cherchent à faire que cette audience prenne des actions. Et donc vous avez un alignement direct où les marques ne sont pas seulement le bienvenu sur Pinterest, mais elles sont essentielles pour l'expérience de nos utilisateurs. Et là encore, c'est très différent d'autres plateformes qui sont essentiellement user-generated content. Alors on va revenir un petit peu sur cette expérience de découverte et de recherche, mais en regardant le produit d'un peu plus près. Vous avez effectivement 2 manières de découvrir des inspirations dans Pinterest. La première, c'est par le biais du fil d'actualité. Donc vous êtes dans un mode plutôt relax et vous n'avez pas forcément une idée très claire de ce que vous cherchez, mais vous cherchez à vous inspirer de manière large. Alors comment ça fonctionne? En fait, lorsque vous allez sur Pinterest, on va vous demander quelques informations. On va vous demander est-ce que c'est un homme, une femme, quel est votre âge, et on va vous demander de choisir 5 catégories d'intérêt. Et ça va permettre à populer un premier fil d'actualité. Ensuite, à chaque signal que vous nous donnez, et ça peut être par la création d'un tableau, comment vous le nommez, quel contenu vous enregistrez, vous nous envoyez une information sur ce que vous aimez. Et donc, par le biais d'une combinaison de curation manuelle, de machine learning et de reconnaissance assistée par ordinateur, notre algorithme passe d'un potentiel de plus de 175 milliards d'idées disponibles à une sélection qui peut le mieux correspondre à vos attentes. Donc c'est un petit peu comme ça que marche l'algorithme pour le fil d'actualité. Et puis, l'autre manière de découvrir les informations qui est très populaire sur Pinterest, c'est effectivement la recherche active. Donc c'est cette intention, cette considération, cette préparation d'un projet où je sais ce que je recherche, mais je n'ai pas encore établi une marque qui allait répondre à ce besoin. Donc typiquement, là, un exemple beauté où l'utilisatrice pourrait taper frange, avoir ensuite un certain nombre d'idées qui lui sont remontées, et la capacité effectivement d'enregistrer une de ces idées dans un tableau coiffure ou autre. Alors, j'ai rencontré un blogueur récemment qui s'appelle Serge et qui a monté en fait un blog qui s'appelle Comme un camion. C'est un des plus grands blogueurs hommes en France. Donc là, vous voyez effectivement son profil avec des tableaux qui illustrent le type de contenu que Comme un camion ou Serge souhaite mettre en avant. Ça peut toucher à la mode, ça peut toucher à la cuisine, au lifestyle au sens large. Et il se trouve que Serge, en fait, est un sportif absolument avéré, marathonien, et qui est très porté sur la nutrition. Et donc, Serge cherche à fabriquer ses barres de céréales. C'est quelque chose qui est très important pour lui, pour l'accompagner dans son activité sportive de marathonien. Et donc là, voilà un exemple. Serge pourrait aller sur sa barre de recherche,
tapez recette barre de céréales. Il se voit alors remonter effectivement un nombre d'idées, d'épingles, qui peuvent correspondre à son besoin. Et puis, lorsqu'il en trouve une qui est particulièrement intéressante, il l'enregistre dans son tableau pour le sport, qui est sur son profil, et il reviendra plus tard. Ce que Serge peut faire également, c'est non seulement enregistrer des idées sur Pinterest, mais également à travers tout le web. Donc, dans ce cas d'utilisateur, Serge est sur le web, va sur le site de 750 grammes, qui est un grand éditeur de tous les domaines de la cuisine, tombe sur un article ou un blog sur les barres de céréales qui l'intéressent, et de manière similaire, alors deux choses peuvent se passer, soit 750 grammes a mis en place une ligne de code qui permet d'installer un bouton enregistré, soit Serge a une extension Pinterest dans Chrome, qui lui permet, de manière similaire à son expérience dans l'application, d'enregistrer, de créer une épingle à partir de cet article et de l'enregistrer dans son tableau pour le sport. Et donc c'est très intéressant parce que tout le monde ne sait pas toujours ça, que vous pouvez non seulement enregistrer des idées sur Pinterest par le biais de votre fil d'actualité ou par le biais de résultats de recherche dans le moteur de recherche dans l'application, mais vous pouvez également enregistrer des idées sur tout le web. Et puis finalement, dernière étape, lorsque Serge est prêt, il va préparer son prochain marathon, il revient sur son tableau pour le sport, retrouve cette épingle, clique dessus, a toute la recette et réalise effectivement cette barre de céréales qui va l'aider dans ce projet. Alors, beaucoup de gens comme Serge réalisent effectivement des recherches sur Pinterest. On recense plus de 2 milliards de recherches textuelles sur Pinterest par mois. Donc c'est effectivement très important. Mais ce qu'on voit comme tendance très très nette sur notre application, c'est l'essor de la recherche visuelle. Alors pourquoi c'est important la recherche visuelle? C'est important parce que peut-être que vous vous êtes retrouvé dans cette situation où vous vous promenez dans la rue, imaginons que vous voyez cette personne, vous aimez sa robe, vous ne savez pas trouver les mots pour la décrire. Et vous aimeriez pouvoir juste peut-être en avoir une impression visuelle. Ou alors, vous êtes sur un site internet, vous êtes sur un fil d'actualité, Pinterest ou une autre plateforme, vous êtes dans un magazine, et vous ne savez pas ce que vous voulez, mais vous le découvrez quand vous le voyez. Donc une expression de recherche qui dépasse les mots et qui est purement visuelle. Nous, ce qu'on voit, c'est que ce phénomène en fait, de recherche visuelle explose sur Pinterest. On en note aujourd'hui plus de 600 millions par mois, ce qui est une croissance de 70% en fait, mois par mois. Ça n'arrête pas de croître. Alors, comment ça se caractérise? D'abord dans l'application. Donc là, vous avez un exemple d'une épingle avec une scène. Ce qu'on appelle une scène, c'est en fait une description qui comprend plusieurs objets. Donc là, l'objet, ça peut être le petit tabouret, ça peut être une des chaises, ça pourrait être le tapis, ça pourrait être une plante. Et donc, vous avez, je reviens, en bas à droite de cette épingle, vous voyez un petit rectangle. Et donc, lorsque vous pressez avec votre doigt ce petit rectangle, ce carré plutôt, il affiche un certain nombre de pointeurs, de capteurs vers des objets. Et avec votre doigt, vous pouvez ensuite sélectionner les objets qui vous intéressent. Notre algorithme vous remonte à ce moment-là les épingles qui sont afférentes à cette recherche. Donc c'est une expérience de recherche qui est beaucoup plus naturelle, qui est sans friction réellement, parce que vous n'avez pas besoin de taper la caractéristique de cette chaise ou une marque ou autre. L'algorithme se charge de cela pour vous. Vous avez juste à choisir l'objet qui vous intéresse dans une scène. Et pour être complet dans notre expérience vis-à-vis de nos utilisateurs, on a transporté cette technologie en dehors de l'application, par le biais de Lens. Lens, c'est la caméra appareil photo intégré à Pinterest. Donc si vous allez sur l'application, et si vous regardez la barre de recherche, à droite de la barre de recherche, vous allez avoir un petit logo avec une caméra. Si vous pressez cette caméra, vous avez l'opportunité de vous promener dans la rue et de prendre une photo de quelqu'un qui a une veste ou je ne sais quoi, ou un meuble lorsque vous allez chez quelqu'un dîner, et l'algorithme, de manière similaire, va reconnaître cet objet et vous proposer des épingles, des idées qui sont afférentes à cet objet. Et donc, ce qu'on voit comme chemin en fait, d'utilisateurs qui est particulièrement intéressant, c'est souvent des utilisateurs qui rentrent sur la plateforme
en commençant par une recherche textuelle dans le moteur de recherche, et ensuite rentrent dans un chemin de découverte qui est essentiellement visuel, jusqu'à ce qu'ils trouvent les informations qui les intéressent. Alors, on a parlé de l'action avec la réalisation des barres de céréales de Serge, par exemple, mais pour beaucoup de nos utilisateurs, l'action, c'est l'acte d'achat, c'est le shopping. C'est un feedback qu'on a souvent eu. J'adore Pinterest, je découvre beaucoup d'inspiration, mais lorsque je veux obtenir cet objet, je ne peux pas forcément l'avoir. Et donc on a travaillé là-dessus, d'abord en s'assurant qu'il y ait vraiment une raison. Donc il y a un nombre d'études qui montrent que beaucoup de personnes vont sur Pinterest en amont d'un acte d'achat. Ceci est une étude de iProspect, donc 57% des personnes sondées déclarent avoir effectué un achat après avoir vu un contenu de marque sur Pinterest. Donc c'était vraiment un cas d'utilisateur sur lequel on devait travailler et qu'on devait prioriser. Alors on a lancé quelques produits pour faciliter ce pont entre l'inspiration et l'action. On a d'abord lancé en début d'année une fonctionnalité qui s'appelle Shop the Look, qui permet effectivement de faire le pont entre une scène avec différents objets et l'achat sur le site de e-commerce extérieur, puisque chaque épingle renvoie vers un site source, donc un site de e-commerce ou un site de marque. Et donc vous pouvez effectivement, en quelques clics, le réaliser. Donc on a lancé ça avec Maisons du Monde, vous avez cet exemple ici. On a lancé également avec Zalando, avec Glamour et avec différents influenceurs. Et ce qui était également intéressant avec cette fonctionnalité, c'est qu'on a pu tester différentes opportunités de monétisation pour nos partenaires, créateurs de contenu. Donc Maisons du Monde avait un modèle de vente direct, donc génération de trafic et conversion sur leur site. On avait des influenceurs qui pouvaient tester l'affiliation, qui font sur d'autres plateformes, mais sur Pinterest cette fois. Et puis on avait également des associations de partnership, par exemple entre Glamour et Zalando et leurs influenceurs, avec un modèle économique qui leur appartient. Et donc beaucoup d'intérêt sur cette fonctionnalité d'un point de vue utilisateur pour effectivement pouvoir acheter un produit, puis également beaucoup d'intérêt pour les créateurs de contenu pour pouvoir monétiser. Et puis on a lancé très récemment les nouvelles épingles produits. Alors les épingles produits, ça vous permet d'identifier si un produit est en stock et quel est son prix. Donc là encore, on répond en fait à un problème d'utilisateur qui était souvent remonté, qui était j'ai vu ce produit, bon, je l'ai cherché, finalement j'ai été redirigé ailleurs, il était out of stock, je n'ai pas pu l'acheter. Et donc on a vu après le lancement de cette fonctionnalité une croissance de plus de 40% des taux de clics, donc de trafic vers des sites de e-commerçants. Donc vraiment de la valeur créée pour les utilisateurs, aussi bien que pour les marques et les e-commerçants. Alors, quelles sont les opportunités pour les marques? Si vous êtes influenceur, blogueur, si vous êtes éditeur, si vous êtes une marque ou si vous êtes partenaire agence travaillant avec ces acteurs, il y a différentes choses que vous pouvez faire. La première, c'est vraiment établir les fondamentaux d'une présence sur Pinterest. Et il y a 3 piliers pour cela. Le premier pilier d'une stratégie organique, c'est vraiment d'établir son profil qui va vous présenter vis-à-vis de la communauté. Donc ce qui est important, c'est effectivement de bien s'assurer de lier son compte sur Pinterest, son profil avec son site Internet, d'avoir un compte professionnel, parce qu'avec votre compte professionnel, vous aurez accès aux analytics. Donc vous saurez quelle est la performance de votre contenu vis-à-vis de la communauté. Ensuite, de bien adopter une démarche de SEO sur Pinterest. Donc vous avez par exemple, en dessous de la barre de recherche, lorsque vous tapez chaise par exemple, vous verrez qu'il y a des rubriques sous la barre de recherche qui vous indiquent des termes, des recherches les plus populaires sur Pinterest afférentes à ce terme. Donc vous assurez que vous preniez ces insights et que vous les reflétez dans la description de vos épingles, de vos produits, parce que ça fera remonter vos épingles plus naturellement. Et puis finalement, il y a un peu cette stratégie éditoriale ou le type de tableau qu'on veut créer. Est-ce qu'on les organise par produit? Est-ce qu'on les organise par temps fort marketing? Est-ce qu'on établit des tableaux collaboratifs? On voit beaucoup de marques, par exemple, qui co-créent des tableaux avec des influenceurs parce qu'ils cherchent à humaniser la voix de la marque ou ils cherchent à être plus aspirationnels. Donc on a vu Picard travailler, par exemple, avec des influenceurs pour une campagne de Noël autour des arts de la table.
avec des contenus de grande qualité. Et c'est également le cas avec de gros influenceurs si vous souhaitez non seulement avoir deux univers de marque se combiner, mais aussi pour dupliquer votre reach. Puisqu'effectivement, la portée des épingles va être plus forte aussi bien auprès des influenceurs que des marques. Donc il y a tout un premier pan sur le profil, effectivement, qui est important. Ensuite, il y a un deuxième pilier qui est votre actif digital. Ça peut être un site internet, ça peut être votre blog. Où là, on parle de la mise en place des boutons qui me permet en tant qu'utilisateur d'aller sur votre site ou d'aller sur votre blog et de pouvoir enregistrer du contenu dans mes tableaux sur Pinterest. Donc, installer le bouton enregistrer me permet de créer une épingle qui va extraire une image et un peu de métadonnées. Ça peut être la description du bien, ça peut être un prix, à vous de le choisir. C'est par le biais d'une balise sur votre site que vous le décidez dans votre CMS. Et donc qui est source de trafic, d'oppression sur Pinterest et de trafic qualifié sur votre site. Donc les boutons et les épingles enrichies sont effectivement très intéressantes pour générer de la performance organique. Et puis dernièrement, il y a ancré Pinterest dans votre stratégie de communication. Donc on voit de nombreuses marques mettre en avant les épingles les plus populaires, ce qu'elles voient dans les analytics, les tableaux d'inspiration, les derniers tableaux d'inspiration, dans des stratégies éditoriales sur d'autres plateformes, de réseaux sociaux, dans des newsletters ou autres. Alors, quelques exemples d'acteurs qui ont mis en place ces pratiques et ont obtenu de la performance. D'abord, Glamour, grand éditeur, qui cherchait à accroître son trafic. Donc, Glamour a mis en place une stratégie éditoriale qui exploitait des insights de Pinterest. J'ai mentionné les carnets de tendance et le Pinterest 100. Glamour exploite systématiquement ces données pour influencer leur stratégie éditoriale. Glamour est aussi habitué à co-créer des tableaux avec des influenceurs. Et donc, par le biais de la mise en œuvre de ces bonnes pratiques, y compris sur leur site et dans leur stratégie de communication, Glamour a vu une croissance du trafic venant de Pinterest de x6. Et donc aujourd'hui, Pinterest représente 7% du trafic total de Glamour, en paid et organique. Donc, ce qui est très significatif. Un autre exemple, c'est une influenceuse qui s'appelle Clem Around the Corner, qui est vraiment une autorité dans le domaine de la déco et de la maison sur Pinterest, qui également a effectivement créé son profil et a implémenté en fait sur son site les boutons et des widgets qui permettent de mettre en avant le dernier contenu qu'elle a publié sur Pinterest. Et aujourd'hui, Pinterest représente 30% du trafic total de Clem. Et elle a plus de 10 millions de visiteurs uniques par mois sur son profil Pinterest. Parce que la différence de la plateforme, on a non seulement un compte de followers, mais on a également rendu public le nombre de vues mensuelles que vous avez, pour s'assurer que vous soyez au fait de votre performance réelle. Et ce qui est intéressant dans la citation de Clem, qui est juste là, c'est qu'elle parle du temps investi. Effectivement, c'est une entreprise presque unipersonnelle. Elle a quelques personnes qui travaillent avec elle, mais enfin, ce n'est pas grand-chose comme ressource. Quand vous vous lancez sur Pinterest, vous n'avez pas besoin d'investissement en community management aussi conséquent que pour d'autres plateformes. On n'est pas dans le community management à la journée, à l'heure. Pour certaines marques, par exemple, la création d'un profil et l'organisation des tableaux est un propos marketing. Et donc, il suffit juste en fait, de le caler sur les temps forts marketing, mais on n'est pas à forcément prendre la parole chaque jour, plusieurs fois par jour. Et donc, pour Clem, avec le peu de ressources qu'elle a, elle trouve le plus grand retour sur son investissement sur Pinterest. Autre exemple, Sephora, aux États-Unis, avait fait une refonte de leur site et avait installé les boutons sur chaque fiche produit. Sephora a ensuite mis en place une campagne d'emailing en incluant dans ses emails les épingles les plus populaires ou des tableaux d'inspiration. Et ce qu'on a vu en fait, dans les résultats de cette campagne emailing, c'est une croissance de 60% du trafic provenant de Pinterest suite à la campagne et plus de 14 000 épingles qui avaient été enregistrées suite à la campagne. Donc cette stratégie de emailing avait été une manière d'inspirer une audience existante et une audience nouvelle dans l'univers de Sephora et menant également à du trafic sur le site et à de la conversion.
Et depuis un mois, nous avons lancé les épingles sponsorisées. Donc il y a une possibilité aujourd'hui d'investir en médias sur Pinterest pour pouvoir toucher une audience sur des critères de socio-démo et d'intérêt. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est le pont entre Adrien, qui a son projet de rénovation d'appartements, qui crée des tableaux et des sous-tableaux par univers, par matériaux, et par exemple, Maison du Monde, qui a des produits qui sont pertinents par rapport à ce projet. Et comme vous avez plus de 75% du contenu sur la plateforme qui est du contenu de marque, la publicité n'est pas intrusive, mais est au contraire utile sur Pinterest. Et donc, pour vous donner un exemple d'exécution, imaginez que je tape « men's sneakers », par exemple. Dans le résultat de recherche, en haut à droite, vous avez une publicité Louis Vuitton pour des sneakers. En un clic, vous êtes sur le site de Louis Vuitton et vous avez la possibilité de mettre ce produit au panier et de l'acheter. Donc là encore, une opportunité de faire un pont entre l'inspiration et l'action, et en ce cas l'acte d'achat, qui fait créer de la valeur pour les utilisateurs et pour la marque. Alors en termes de placement, vous pouvez effectivement acheter de l'espace soit dans les résultats de recherche, ou dans le fil d'actualité, ou dans ce qu'on appelle les related pins, donc les épingles suggérées. Parce qu'en fait, souvent dans le chemin d'utilisateur, une recherche mène à des univers adjacents, où votre marque peut appartenir également. Et donc on a un autre exemple, qui est une marque qui s'appelle Tiptoe, qui est un pure player et qui vend en ligne des meubles que vous pouvez, qui sont modulables, comme vous voyez ici. Et Vincent, qui est cofondateur de Tiptoe, est venu nous voir et nous a dit « Il faut absolument qu'on travaille ensemble, car Pinterest est une plateforme, un lieu de découverte de ma marque, et à la fois, vous générez du trafic extrêmement qualifié pour moi. » Et il a dit « Bien que vous représentiez uniquement 2% du trafic, vous représentez 10% de mes ventes. » Donc ça, c'est intéressant. Il a également remarqué, effectivement, que la catégorie déco était une des plus populaires et qu'il y avait plus de 12 millions d'idées de décoration qui étaient enregistrées chaque mois en France. Donc Vincent a mis en place dans son entreprise les 3 piliers d'une stratégie organique, donc profil, les boutons sur le site, a ancré Pinterest dans sa stratégie de communication et a commencé effectivement des campagnes de médias pour accroître la portée des épingles produits vis-à-vis d'une audience intéressée dans des projets de décoration ou autres. Et suite à ces actions, il a vu une augmentation de 95% des ventes qui venaient de Pinterest. Donc un impact business très tangible. Je vais montrer une petite vidéo de Vincent. Tiptoe est une marque digitale de mobilier contemporain et d'accessoires design qu'on a créée à Paris en 2015. Donc en créant Tiptoe, on s'est donné pour mission de proposer une expérience créative qui va au-delà du mobilier traditionnel pour créer des intérieurs qui soient à la fois plus beaux, plus personnels et plus durables. On a rapidement compris en 2017 que Pinterest aurait beaucoup d'importance pour Tiptoe, car 10% de nos clients disaient nous avoir découvert sur Pinterest, alors que ça représentait seulement 2% de notre trafic. Donc en lançant notre nouveau site début 2018, on a pris soin d'intégrer les fonctionnalités importantes de Pinterest, comme le bouton épinglé et les épingles enrichies. En quelques semaines, on s'est rendu compte qu'on avait 95% de commandes supplémentaires qui venaient depuis Pinterest. Pinterest est une plateforme assez unique en son genre, au sens où les utilisateurs arrivent sur la plateforme pour y chercher des idées et s'inspirer, et ensuite donner naissance à un projet et vraiment passer à l'action. Pinterest est d'autant plus important pour nous que la catégorie décoration y est très développée, ce qui nous a permis de toucher une audience qui est à la fois très large et très qualifiée. En faisant de la publicité sur Pinterest, ça a permis à Tiptoe de franchir un cap en touchant une audience qui est toujours aussi qualifiée mais encore plus large. Donc que vous soyez une marque, un distributeur, un publisher ou un influenceur blogueur, vous avez l'opportunité de vous lancer sur Pinterest et d'être découvert vis-à-vis d'une audience qui est extrêmement qualifiée et de générer du trafic et de la conversion, quel que soit le terme conversion pour vous. Et donc, au-delà de ce propos, je vous engage à rester en contact. Alors déjà, on a un alias qui est france@pinterest.com si vous avez des questions spécifiques auxquelles vous voudriez qu'on réponde.
Ensuite, business.pinterest.com, où vous avez les études de cas, des études de cas qui vous donneront plus de faits. Et puis finalement, le site développeur pour toutes les questions techniques. Merci beaucoup. Eh bien, super. Merci. En fait, je m'étais trompé, c'est pas les réseaux sociaux, les concurrents, c'est Amazon. À terme, c'est du e-commerce. En fait, on a des acteurs qui ont comme point de départ l'inspiration, ouais. Et qui essaient de descendre dans le e-commerce. On a des acteurs qui sont dans le e-commerce, qui essaient de remonter dans l'inspiration, c'est le cas d'Amazon, et nous, on se trouve au milieu. Donc à terme, c'est Amazon qui vous rachète. Moi, je dis des trucs. Hein, No comment. J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, mais c'est passionnant. Moi, j'ai adoré. En tout cas, moi, j'ai adoré. Ah, monsieur. Qui détient les copyrights des images qui transitent sur vos plateformes? Parce que ça, j'ai jamais vraiment compris. Est-ce que c'est une image qui fait référence au site, ou est-ce que vous stockez les images? Comment ça se passe au niveau du data lui-même, en fait? Alors nous ne mettons pas d'image sur la plateforme. En fait, c'est soit un utilisateur, soit un créateur de contenu qui met l'image sur la plateforme. Donc, en tant que créateur de contenu, si vous avez un actif comme un site, vous avez l'opportunité de laisser votre contenu être épinglable ou non. Vous pouvez le bloquer également. Donc, en fait, ce n'est pas de la responsabilité de Pinterest de gérer les aspects copyright. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Ici. C'est du sport. Non. Il disait bonjour. Salut. Ah ouais, c'est tout là-haut, c'est pas de bol. Grand amphithéâtre. Bonjour. Bonjour. Alors, je trouve vraiment intéressante l'idée de la recherche visuelle, enfin, prendre des photos et que vous nous conseillez. Et je trouve ça particulièrement intéressant pour tout ce qui est occasion, notamment les équipements et vêtements d'occasion, où c'est très difficile de les mettre en ligne parce qu'il faut les faire à l'unité. Est-ce que vous poussez aussi l'achat d'occasion? Alors, une fois de plus, nous, ce n'est pas forcément une stratégie délibérée de Pinterest, mais la technologie mise à disposition des marques vous permet effectivement d'exploiter pour les vêtements d'occasion comme les neufs. Absolument. Point. Parce que là, c'était des Vuitton à 745 $. Moi, je les ai vus. Hein. Ouais. C'est pas, on est de la bonne occasion, là, déjà. En fait, pardon. J'allais juste dire que c'est en fait un peu une question d'inventaire disponible, de contenu disponible. Donc c'est plus ça plutôt que neuf ou je plaisante. Ouais, non, bien sûr. Bonjour, une autre question. Vous nous avez montré beaucoup d'images et finalement beaucoup de B2C. Est-ce que Pinterest peut avoir un intérêt pour les entreprises de services et notamment en B2B? Oui, absolument. On note des usages très développés dans certaines industries, souvent créatives. Donc dans le domaine de l'architecture, par exemple, beaucoup de modélisation, effectivement, entre architectes, différentes personnes au sein d'un cabinet d'architecture et avec les clients. On voit, par exemple, même dans le domaine de la publicité, que Pinterest est utilisé comme plateforme de brief de manière croissante, donc dans les univers du design et d'autres. Donc c'est effectivement des fonctionnalités qui sont très plébiscitées pour certaines industries du B2C, du B2B. Après, on n'a pas forcément de stats à partager sur cet usage-là. Pas de stats. Ah, juste à côté. J'avais juste une petite réaction, un petit commentaire par rapport à ça, parce que j'avais entendu que plusieurs entreprises B2B utilisaient Pinterest par un usage dévié à la place d'Instagram parce que les contenus avaient une durée de vie plus longue. C'est juste. C'est juste. Il y a une étude qui est intéressante qui a montré que pour atteindre 50% du taux d'engagement sur une épingle, on a en moyenne 3 mois et demi. Parce que le contenu que vous mettez à disposition de la communauté peut être intéressant dans 1 an ou 6 mois ou moins. Par comparaison, pour atteindre 50% du taux d'engagement sur un tweet, c'est à peu près 24 minutes. Sur un post, c'est à peu près 90 minutes. Du coup, en tant que créateur de contenu, vous avez, en exploitant Pinterest comme canal de distribution, une opportunité d'accroître votre retour sur investissement en contenu. Et le gars de TipToe, lui, il paye quelque chose? Comment ça se passe avec vous? Alors, toute la partie organique, absolument pas. Il paye pour ses campagnes de médias. D'accord. On n'a pas les tarifs?
Alors, on est en train de se lancer. C'est vraiment le tout début. On est très cost-effective ou efficient parce qu'effectivement, on n'a pas encore une pression de par un faible nombre en fait, d'annonceurs aujourd'hui sur la plateforme et qui est en forte croissance. Donc, mais le but, c'est ça. Voilà, mais toujours avec une approche qualitative. Donc, on a ouvert la plateforme par étapes. Donc aujourd'hui, on travaille avec un nombre limité d'acteurs qui opèrent dans les catégories endémiques, donc ce qu'on appelle la cuisine, la mode, la beauté, la décoration, donc les catégories de publicité. Et à fin octobre, on va ouvrir la plateforme, donc très bientôt, à tous les annonceurs. Et donc à d'autres catégories ou comment ça... On voit d'autres catégories. Il y a effectivement, je mentionnais le voyage, je mentionnais par exemple les arts et la culture. J'ai mentionné également des grands moments de vie, donc qui sont des projets multicatégories, comme son mariage, l'arrivée d'un enfant, un déménagement. Et puis il y a toutes les catégories adjacentes. Par exemple, dans un projet de déménagement, on peut tout à fait imaginer qu'une compagnie d'assurance ait un rôle à jouer. Parce que finalement, quand on déménage, on s'intéresse à son installation entière. Donc on voit effectivement des recherches qui sont dérivatives, je dirais, et qui peuvent toucher par exemple une police d'assurance, un système de sécurité, et qui peuvent rentrer dans un projet qui est strictement un projet de déco ou de déménagement. Ok. Ah, ici. Bonjour, vous annonciez tout à l'heure la disponibilité d'une nouvelle fonctionnalité sur les épingles produits avec la disponibilité et le prix. Je voulais savoir si c'était déjà dispo en France et comment est-ce qu'on implémente ça via un micro-format product, une autre manière? Alors c'est absolument disponible, c'est tout à fait disponible en France, comme partout dans le monde en fait. Ça a été un lancement mondial. Et comme je l'ai mentionné, c'est très efficace puisqu'on a vu une croissance en fait, du trafic vers les sites de e-commerçants de 40%, donc je vous engage vraiment à le faire. Et on a toute l'information sur notre site en fait, pour vous expliquer comment le mettre en œuvre. Non? D'accord. Elle n'a pas trouvé. Il faut aller chercher sur Instagram. Direct. Je déconne. C'était sur Pinterest. Non, mais il y avait l'adresse là pour les développeurs, tout ça. Il y a toutes les sources. Il y a toutes les sources. Ou au café juste après. Au café juste après. Bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a une notion de géolocalisation dans les résultats de recherche? Alors, aujourd'hui, c'est vraiment au niveau du pays. On n'est pas dans la géolocalisation de magasins autour de votre par exemple, lieu de travail ou habitat. Donc l'algorithme en fait, va essayer de comprendre effectivement d'une part quelle langue vous parlez, où est-ce que vous résidez, et va interpréter ça parmi de multiples autres signaux pour vous servir des inspirations les plus pertinentes. Mais on n'est pas encore à vous recommander le magasin le plus près de chez vous où vous pouvez acheter ce produit dans le monde physique. Ça va venir ou pas? On y travaille. Ça pourrait, mais je ne peux pas s'avancer sur ce sujet aujourd'hui. Bonjour, merci pour cette conf qui a été relativement intéressante. Je voudrais revenir sur le sujet de la recherche visuelle plus précisément. Actuellement, lorsqu'on soumet une image sur Pinterest, est-ce que vous analysez, on va dire, les images par rapport au tag qui est dessus, ou est-ce que vous avez un service d'intelligence artificielle derrière ou de machine learning qui peut analyser toutes les images les unes par rapport aux autres? On a un service de machine learning, effectivement, qui permet de la reconnaissance visuelle assistée par ordinateur et du machine learning, qui permet effectivement de vous proposer, sur la base d'un objet dans une épingle, beaucoup d'alternatives ou de versions par cohorte. C'était ça la question? Ouais. Oui, c'était ça. Merci. Ah, là, monsieur, il faut courir, il y en a partout. Ah ouais, elle est loin, là, quand même. Pinterest, il y a beaucoup de questions. Merci, bonjour. Vu que vous êtes un outil de recherche et lié à l'aide à la réflexion, il y a forcément toujours que des bonnes idées de réflexion, en tout cas des propositions. Quand je suis sur Google, je vais me dire, tiens, je cherche un objet, donc j'ai forcément une réponse immédiate et c'est l'objet ou pas. Ouais. Vous, chez vous, c'est quoi la notion de mauvais résultat? C'est quoi une mauvaise recherche? Alors, c'est vous qui nous le dites, lorsque c'est une mauvaise recherche. Donc, on regarde effectivement les taux ce qu'on appelle le hide rate, le taux de cache. Donc, ça aussi, c'est un signal qui nous est envoyé pour nous dire, par exemple, on s'est planté dans cette épingle qu'on vous a envoyée que vous n'avez pas aimée.
Donc par exemple, ça c'est une manière de le voir. Mais effectivement, par rapport à l'exemple que vous preniez, on essaye de vous inspirer autour d'univers large par rapport à votre requête, parce que l'expression de besoin est relativement large. Donc si vous tapez, par exemple, je sais pas, avocat sur Google Images, vous allez avoir des photos d'avocats. Sur Pinterest, on va vous donner la recette du guacamole ou je ne sais quoi d'autre chose. Et vous, par votre navigation, vous allez nous dire qu'est-ce qui est qualitatif ou non. Donc vous êtes partie prenante en fait de ce facteur qualité et de votre expérience sur la plateforme. Cool. Et là, on va prendre la dernière question de monsieur. Bonjour, je suis designer graphique et j'utilise beaucoup Pinterest pour créer des planches de tendance sur mes projets. Et j'utilise en fait les tableaux masqués, verrouillés. C'est-à-dire que les gens n'ont pas accès aux images que je sélectionne. Et je me suis toujours demandé si vous exploitiez en fait ces images et comment. Parce que, mis à part l'intérêt en termes d'usage, c'est quoi votre intérêt en fait d'utiliser ces tableaux? Alors, beaucoup de gens comme vous utilisent des tableaux cachés. Beaucoup d'influenceurs, beaucoup de marques et ne souhaitent pas forcément qu'on connaisse leurs univers d'inspiration. Donc effectivement, c'est l'usage. Après, nous, on exploite ces données par rapport à votre usage. Donc on sait que si vous avez un tableau caché mais que vous enregistrez du contenu dans ce tableau caché, ça reste un signal qui est interprété par rapport au fil d'inspiration qu'on peut vous proposer. Parce qu'on a toujours à cœur d'améliorer l'expérience pour vous. Donc si on se privait de ce signal, quelque part, on n'exploiterait pas ce pourquoi vous êtes sur Pinterest. C'est clair. C'est bien. Merci beaucoup, Adrien Boyer. On peut l'applaudir. Merci. Non,